Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Les Indiscrets de Nils Wilke, une plongée dans les coulisses de la politique française telle qu'on la raconte peu, c'est-à-dire sans phare ni élément de langage. Et c'est sur le média, diffusé sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube et sur notre site internet. Une pensée à Théophile qui d'ordinaire anime cette émission. On lui souhaite un prompt rétablissement. Au sommaire, on parlera des engagements d'Emmanuel Macron, promis, juré, craché. Le président battu dans les urnes, mais qui aura réussi à éviter une vraie cohabitation, a fait savoir à son entourage qu'il sera discret et qu'il laissera travailler son Premier ministre, Michel Barnier. Enfin, ça, c'est la version officielle. Nils nous expliquera comment le président met en scène sa cohabitation avec son Premier ministre. C'est l'autre feuilleton politique de la semaine. Les super députés Éric Coquerel et Charles de Courson se battent pour tenter de mettre la main sur les lettres plafond. Ce sont ces textes qui définissent le budget des ministères. Par deux fois, Michel Barnier puis Bercy leur ont refusé l'accès. Au mépris des règles, Nils va nous raconter les coulisses de ce bras de fer. Et à gauche, une photo de Caroline Fiat, l'ancienne députée LFI, posant tout sourire avec Yaël Braun-Pivet, suscite des critiques et un vrai malaise au sein du parti des Insoumis. Nils a enquêté. Salut Nils! Salut Nadia. Ravi de te retrouver. Alors, il paraît que l'orage gronde entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Alors, Nils, on n'y comprend plus rien. On croyait que le président allait s'effacer. A-t-il déjà failli à sa promesse ? Oui, rien n'est jamais sûr en Macronie. Alors, effectivement, il y a de la friture sur la ligne entre Macron et Barnier. Alors, c'est ce que tu rappelais dans le sommaire, c'est-à-dire que Emmanuel Macron avait assuré qu'il resterait en retrait de la composition du gouvernement, que l'Élysée allait changer ses habitudes. On en parlait la semaine dernière avec Théo, qui n'est pas là aujourd'hui, avec un prudent scepticisme, cela étant, et je pense qu'on a bien fait. En réalité, plutôt que de se contenter d'une parade des champions des Jeux Olympiques sur les Champs-Élysées à 5 millions d'euros comme la semaine dernière, ou de créer une nouvelle médaille pour les champions comme il l'a fait, Macron n'a pas laissé beaucoup de champ libre à son Premier ministre pour consulter, pour former son gouvernement. Alors le Premier ministre a vu Macron au moins 2 fois en 48 heures, c'est quand même beaucoup, même du temps d'Attal, ça fait beaucoup, c'était déjà beaucoup. Et toute la presse se fait l'écho des frictions, des tensions, etc. entre les deux hommes. Il suffit de regarder les unes de la presse aujourd'hui, que ce soit dans Nice Matin, sur BFM ou Le Monde. Alors, il y a deux versions qui s'affrontent, comme toujours. Alors, Barnier avait la conviction d'avoir bâti un gouvernement équilibré, dit Matignon, dans le respect des équilibres et de toutes les sensibilités. Côté Matignon, qui donne sa version à quelques journalistes privilégiés, comme tu le sais, le Premier ministre aurait constaté l'inflexibilité du président et une volonté d'imposer certains noms de ministres sortants, notamment Darmanin au Quai d'Orsay. Alors ça, c'est une info qu'on m'a soufflée. Et côté Élysée, on constate au contraire que la droite réclame la part du lion après 12 ans sans avoir été aux responsabilités et malgré un score quand même maigrichon aux législatives, à peine 47 députés contre 97 pour le camp du chef de l'État qui a quand même sauvé les meubles, notamment grâce au barrage républicain de la gauche. Alors la droite est gourmande au point de réclamer entre un quart et un tiers des ministères, dont ceux dits régaliens, intérieur, justice, économie, pourquoi pas les armées tant qu'on y est. Alors, il y a un autre point de tension entre les deux têtes de l'exécutif, c'est la question du budget. Oui, alors on va en reparler après en parlant de l'escapade de Courson et Éric Coquerel, mais la mise en garde du Premier ministre qui a dramatisé la situation a mis l'ancienne équipe face à des échecs, donc c'est l'équipe de Macron, notamment Bruno Le Maire qui est parti en fanfare de Bercy la semaine dernière. Alors du côté macroniste, ça fait un peu grincer des dents, Barnier il découvre rien quand même, il avait tous les éléments à disposition depuis le début, me dit un bon connaisseur des questions budgétaires. Et d'ailleurs, on rappelle et on me rappelle que son directeur de cabinet à Matignon actuellement est Jérôme Fournel. C'était aussi le directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy. Et donc, c'est difficile pour Barnier, comme il le fait actuellement, de plaider l'ignorance des comptes publics. Alors, on a l'impression que les reproches fusent des deux camps. Oui, depuis 48 heures, on peut le dire, c'est le concours de vacherie entre les macronistes et la droite. Alors, il y a eu une première humiliation de la part d'Emmanuel Macron, qui n'a pas associé Michel Barnier à sa décision de proposer son fidèle lieutenant Stéphane Séjourné à la Commission européenne. Et donc, Barnier n'a été informé que samedi, alors qu'il déjeunait avec son ami Thierry Breton, qui venait de démissionner de la Commission, et donc il n'a été informé qu'en fin de journée du choix du président, Michel Barnier, on le rappelle, c'est l'ancien monsieur Brexit qui dispose quand même
d'un important réseau à Bruxelles et il n'a pas du tout apprécié d'être tenu à l'écart. Et alors, côté macroniste, au contraire, c'est un concert de lamentation sur Michel Barnier, hein, qu'on nous présentait quand même comme le super négociateur, le Premier ministre de l'expérience, etc. Alors, on me dit le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, est dans une tour d'ivoire, il ne parle à personne, son entourage verrouille tout. Me lâcher le conseiller d'un ministre quand même qui est de poids dans l'ancien gouvernement. Il verrouille même la communication avec le Figaro. Vous imaginez, voilà, s'exclamer mon interlocuteur. C'est comme si le nouveau Front populaire Bocca-été Libé, c'est quand même assez choquant. Et il faut quand même remarquer que les macronistes sont allés au front, et notamment des fidèles soutiens d'Emmanuel Macron, comme Marc Ferracci, soutien de la première heure, qui a commencé avec une petite alerte en forme de menace au Premier ministre. C'était sur Europe 1. Écoutons. Moi, je pense qu'on gagnera à être extrêmement clair dès le début. Et ça se joue maintenant, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, avant que la déclaration de politique générale ne soit rédigée, ne soit prononcée par Michel Barnier. C'est à ce moment très important que nous avons besoin de peser sur sa ligne politique. L'unité de notre groupe, elle dépend aussi de cette capacité à peser sur la ligne politique. Moi, je sais tout à fait expliquer à mes collègues qu'on doit rester en soutien de Michel Barnier si ses actions, si sa déclaration de politique générale sont équilibrées et correspondent à nos valeurs. Voilà, donc on doit rester en soutien à Michel Barnier si ses actions, si sa déclaration de politique générale sont équilibrées et correspondent à nos valeurs. Le message est assez clair, mais il en a quand même rajouté une couche sur France Info hier soir pour être sûr d'avoir bien été compris. Comprendre si le Premier ministre ne tient pas compte des macronistes, il ne sera pas soutenu. Alors c'est un message qui a encore plus hérissé Michel Barnier, selon mes infos, qui était déjà largement sous pression, et son humeur ne s'est définitivement pas arrangée avec l'interview accordée par Attal dans Le Point dans la foulée, où l'ancien Premier ministre déclare « Rien ne pourra se faire sans nous, donc les macronistes, et si nous parvenons à des compromis, ce sera le Parlement décide, le gouvernement exécute ». Alors on est quand même sur des propos pas très courtois et ça frise l'insulte politique. Alors je parlais avec un soutien de l'ancien Premier ministre, donc de Gabriel Attal, que j'ai eu au téléphone, même lui qui est pourtant un supporter de l'ancien Premier ministre, qui était un peu médusé par cette interview et par le ton comminatoire de l'interview, qui m'a dit qu'il n'a pas encore complètement atterri de Matignon, un peu pour l'excuser, quoi. Alors, est-ce que c'est une opposition réelle? Est-ce qu'il n'y a pas une part de mise en scène? Si, en réalité, il y a un peu des deux, en fait, parce que Macron avait prévenu qu'il voulait installer un parfum de cohabitation. On en a largement parlé dans les médias cette semaine et même la semaine dernière dans l'ancienne émission, qu'il voulait installer donc ce parfum de cohabitation avec son Premier ministre pour donner un peu cette illusion aux Français, qu'il avait pris en compte leur vote après la dissolution. On rappelle quand même qu'il n'a pas nommé Lucie Castet, donc, qui était la candidate du nouveau Front populaire. On en a largement parlé dans le média. Et donc, il y a quand même une grande part de théâtre et de cinéma dans cette opposition. Je peux le confirmer parce que selon mes informations, et ça c'est juste pour le média, Macron a donné pour consigne à ses troupes de critiquer Barnier et de le faire savoir dans les médias. D'autant que pour les macronistes, comme Gabriel Attal ou Gérald Darmanin, c'est un moment délicat pour eux, c'est un tournant délicat parce qu'ils doivent montrer qu'ils prennent leur distance avec Emmanuel Macron, qui a quand même la poisse avec la dissolution, les problèmes, l'échec économique, les problèmes sociaux, etc. Est-ce que c'est pas lui qui provoque la poisse? Bah, on peut se poser la question et aux médias, on y répond quand même, je pense, largement en le prouvant toute la semaine. Mais on voit aussi que le gouvernement Barnier a une durée de vie qui semble vouée quand même à être très courte. Et donc les macronistes ont cette donnée-là aussi en tête. Et c'est ce que déclare un revenant de la politique, François Hollande, nul autre que lui, pointant un problème de cohérence politique sur BFM. On l'écoute. Il faudrait mieux quand même qu'il y ait un gouvernement. Alors pourquoi ça met autant de temps? Le président de la République a déjà mis près de 2 mois pour désigner un Premier ministre. Là, ça fait déjà 15 jours. Je pense qu'il y a un problème à la fois de prise de responsabilité, puis un problème de cohérence politique. Si ça ne vient pas, c'est parce qu'il y a visiblement des dissensions politiques. S'il n'y arrive pas, ce serait grave pour le pays, parce que c'est lui qui a pris cette responsabilité, c'est lui qui a choisi M. Barnier. Donc maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Si Macron n'y arrive pas, ce sera grave pour lui. Il a choisi Barnier, affirme l'ancien président qui déteste son successeur, on le rappelle. Il faut dire que c'est un expert en débâcle politique, François Hollande. Il est parti avec le pire score d'opinion en 2017 sous les huées, après avoir tenu l'Élysée.
les régions, le Parlement et avoir nommé un certain Emmanuel Macron aux finances, on le rappelle. Alors trêve de plaisanterie, certains macronistes, et pas des moindres, s'inquiètent quand même d'un potentiel départ de Barnier qui pourrait claquer la porte, ce qui relancerait la question de la démission d'Emmanuel Macron. Alors c'est l'autre feuilleton qui agite le monde politique, la bataille politique et administrative de Courson et Coquerel pour avoir accès aux documents sur le budget. Niels. Oui, c'est un peu nos deux chevaliers vaillants. Ils réclament à Matignon et à Bercy les fameuses lettres plafond, donc tu en as parlé en introduction, qui déterminent les ressources dont dispose chaque ministère. C'est un peu le nerf de la guerre pour les ministres, pour les administrations, les directions centrales, etc. Et puis, in fine, aussi pour les fonctionnaires, un petit peu, et qui spécifient à la fois les crédits disponibles par mission et le nombre maximal d'emplois qui leur sont dédiés. Alors, elles n'ont été communiquées au ministère qu'à la mi-août par le Premier ministre démissionnaire, donc qui était Gabriel Attal, alors que leur transmission est normalement prévue aux alentours du 15 juillet. Alors on a vu Courson en colère devant Matignon, c'est plutôt rare parce que c'est quelqu'un de pondéré, c'est pas du tout un gauchiste, il faut le rappeler quand même, Charles Amédée de Courson, voilà, vieille noblesse française, pas vraiment habitué aux manifs ou aux coups d'éclat par exemple comme la France Insoumise, et il n'est pas ravi de ce qui se passe, et surtout il met en avant un risque de précédent démocratique vis-à-vis de l'Assemblée et notamment des pouvoirs du rapporteur général de budget. On l'écoute sur LCP. On ne peut pas lâcher sur des droits constitutionnels du Parlement. Le secrétaire général du gouvernement nous a parlé de la séparation des pouvoirs. Ben oui, la séparation des pouvoirs, c'est de ne pas refuser au législatif les moyens d'exercer son pouvoir, parce que c'est nous qui votons la loi de finances. C'est pas le Premier ministre, c'est pas les ministres, c'est les députés de la République française qui votent le Parlement. Donc, c'est une question fondamentale sur les droits du Parlement, sur lesquels on ne peut pas caler. Sinon, on ressortira ce précédent à tous nos collègues rapporteurs spéciaux qui, quand ils vont dans un ministère pour avoir tel document, vont dire « Ah ben non, c'est non communicable ». C'est pas possible. Voilà l'enjeu. Le contrôle sur pièces, c'est un droit constitutionnel pour le président de la commission des finances et donc Charles de Courson qui est lui rapporteur général du budget. Donc de faire des contrôles sur pièces, comme on dit, auprès du gouvernement ou auprès des administrations. Il s'agit de contrôler en fait via des documents qui sont reçus donc dans les ministères le plus souvent l'action du gouvernement, notamment en matière de budget. Alors j'ai interrogé le constitutionnaliste reconnu Jean-Philippe de Rosier. Il va nous détailler un petit peu la procédure. Écoutons-le. C'est un pouvoir qui n'est pas souvent utilisé. Il y a, on appelle ça le pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. C'est ça. Le pouvoir de contrôle sur pièce, c'est la possibilité de demander la transmission de documents. Et le contrôle sur place, c'est la possibilité de se rendre dans les ministères et de leur dire « ouvrez-moi vos tiroirs ». Que Claire Landais réponde « il n'est pas dans l'usage » que le président et le rapporteur général se déplacent à Matignon, effectivement, elle a sans doute raison. Mais c'est un usage, ce n'est pas un usage, mais ce n'est pas du droit. Et le droit, l'article de mémoire, une mémoire assez fraîche puisque j'ai vérifié hier, 57 de la LOLF, confère bien au président de la commission des finances et au rapporteur général du budget de chacune des assemblées un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. Quand vous dites la LOLF, c'est la loi organique relative aux lois de finances. C'est ça, voilà, d'accord. On peut considérer que c'est pas dans l'usage, mais il n'en demeure pas moins que c'est une possibilité, une faculté en droit, et que donc ils sont en droit de l'exercer. Donc, comme le rappelle M. De Rosier, il y a le droit et l'usage. Et mardi, Coquerel et Courson se sont présentés à Matignon, ont été reçus poliment, mais est conduit tout aussi poliment et fermement par la secrétaire générale du gouvernement, donc ce qu'on appelle le SGG dans le jargon politique. Donc, il s'agit de Claire Landais, qui est une haute fonctionnaire qui a la main sur toute l'administration de Matignon. Alors, c'est quoi concrètement le SGG? J'ai demandé une fois encore à notre juriste de nous l'expliquer. Peu connu du grand public, c'est pourtant la tour de contrôle de gouvernement qui veille à ce que tout fonctionne, rien que moins. Écoutons-le. C'est eux qui gèrent et qui veillent à ce que tout fonctionne au sein du gouvernement. Donc, que les textes soient préparés en temps utile, qu'ils soient transmis d'un ministère à l'autre lorsque nécessaire, ils soient transmis du gouvernement au législatif lorsque nécessaire, que les signatures soient recueillies lorsque nécessaire, que les passations de pouvoir et le tuilage soient faits comme il
fait nécessaire, etc., etc. Donc, ils montent les réunions interministérielles, ils sont présents bien sûr au Conseil des ministres, enfin elle est présente au Conseil des ministres, c'est eux qui s'occupent de recueillir les signatures et les contreseins pour les textes et notamment les projets de loi, les lois qui doivent être promulguées. C'est sous leur égide que sont rédigés les avant-projets de loi, les avant-projets de décret, etc., etc. C'est eux qui font passer un texte d'un ministère ou d'une institution à l'autre, etc., etc. J'en profite pour signaler cet ouvrage fouillé, publié par Jean-Philippe Desrosiers, là, qui vient d'être publié, 65 ans de la Ve République, pour la première fois. Donc, c'est 40 universitaires qui se sont réunis pendant 9 mois pour débattre de la Constitution. Alors, c'est une somme de réflexion et d'études sur le texte constitutionnel. Par les temps qui courent, ça peut être utile. Et c'est aux éditions LexisNexis. On pensera à l'inviter en entretien. Ah bah voilà, bah parfait, il aura peut-être l'occasion de reparler à ce moment-là. Alors bon, dans les faits, donc nos deux super députés sont dotés de pouvoirs spéciaux et ils obtiennent normalement les lettres plafonds qu'ils réclament dans l'été avant l'examen en commission des finances. Habituellement, honnêtement, ça se fait sans psychodrame. Oui, sauf que la situation a changé, puisque c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête et qui a remporté ces postes ultra puissants à l'Assemblée. C'est ça, Nadia. Et donc, on peut comprendre la réaction courroucée, notamment d'Éric Coquerel devant Matignon mardi. Regardons. On est assez sidérés, Charles de Courson et moi-même, puisqu'on nous a refusé la consultation de ces documents dont je rappelle que c'est un droit constitutionnel qui est octroyé au président de la Commission des finances et au rapporteur général du budget. On nous les a refusés alors même qu'il y a eu un précédent avec M. de Saint-Martin qui était venu les demander. Nous sommes sidérés parce que tout simplement la raison pour laquelle on nous les refuse, c'est de nous expliquer que certes nous serions dans une situation inédite, mais que ces documents doivent être considérés comme des documents préparatoires à la décision budgétaire. Voilà, alors j'ai joint Éric Coquerel qui m'a raconté la scène dans le détail jeudi matin, donc on enregistre le jeudi après-midi. Alors il m'explique, on va rarement à Matignon, si ce n'est jamais. En principe, les deux députés qui sont responsables de la commission des finances à l'Assemblée vont à Bercy, mais en vérité, ces lettres plafond, elles sont signées par Matignon. Comme Matignon ne donnait pas de nouvelles, donc Éric Coquerel et Charles de Courson ont fait prévenir Matignon à l'avance qu'ils allaient se déplacer. Donc ils ont décroché leur téléphone, ils ont appelé le cabinet du Premier ministre. Alors ils ont frappé à la porte poliment, on leur a ouvert tout à fait poliment. Et donc ils sont venus faire ce contrôle sur pièce pour se faire transmettre les documents. Alors en général, m'explique Éric Coquerel, soit les documents sont transmis directement aux parlementaires, soit on autorise à les consulter mais sans les transmettre. C'est comme quand vous faites une demande de documentation en préfecture en tant que particulier, vous avez le droit de vous rendre sur place à la préfecture pour constater et lire les documents, vous ne pouvez pas les emporter ou faire de copies. Bon là, c'est la secrétaire générale donc, de Matignon qui a reçu nos deux députés, elle était accompagnée du secrétaire du cabinet du Premier ministre et bon, ils leur ont expliqué pendant un bon quart d'heure les raisons qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à ce document. On a senti, me dit Éric Coquerel, qu'ils étaient quand même très mal à l'aise et que ça relevait d'un ordre politique et pas administratif. Alors évidemment, côté macroniste, on a une autre vision de la situation et on dénonce une politique de mise en scène ou encore un coup de force comme Thomas Cazenave, qui est le ministre délégué démissionnaire au compte public, qui est intervenu sur BFM hier. Regardons-le. Je suis parlementaire, je suis député et très attaché à la bonne information des parlementaires. Cet été, Éric Coquerel, Charles de Courson m'ont écrit en me demandant une grande quantité de documents. Ils ont tout reçu. Ces 250 notes, c'était des cartons entiers qu'on leur a livrés. Ils ne sont même pas venus les chercher à Bercy parce qu'on leur a donné. Ils ont toutes les informations. Et là, ce qu'ils souhaitent, c'est des courriers entre un Premier ministre qui a quitté ses fonctions et des ministres démissionnaires. Avec une indication. Ils veulent savoir Thomas Cazenave, ce que vous allez faire du budget de la France. Absolument. C'est pas totalement absurde. Ils veulent savoir ce qu'on a prévu pour chaque ministère. Et bien, je peux vous donner un scoop ce soir. Alors, on leur a déjà donné. Voilà, donc ils ont eu toutes les infos selon Thomas Cazenave. On se demande quand même pourquoi Éric Coquerel et Charles de Courson se sont donné la peine de se rendre à Matignon, certainement pas pour une balade touristique. Alors, il y a quand même une de mes sources auprès de l'exécutif qui a ironisé sur la situation en disant qu'ils avaient été reçus poliment et que somme toute, ils faisaient beaucoup de bruit pour rien. Du temps de Jacques Chirac, on les aurait laissés près du local poubelle. Tu vois, bon, il y a
a quand même une forme de mépris vis-à-vis du Parlement dans cette déclaration. Alors le duo a retenté l'expérience le lendemain. Oui, à Bercy, même topo. Donc, alors cette fois, Coquerel et Courson se sont fait accompagner de 2 administrateurs en chef de l'Assemblée pour donner un petit peu plus de poids, disons, à leur déplacement. Et donc, c'est la directrice du budget et la secrétaire générale de Bercy qui les ont courageusement reçus, puisque Bruno Le Maire a quitté le ministère avec le panache que l'on sait, en laissant la situation désastreuse que l'on sait. Et donc, pareil, explication un peu embarrassée, 20 minutes de discussion. Et bon, c'est quand même la première fois qu'un président de la commission des finances se voit refuser des documents budgétaires à Bercy, m'expliquait donc Éric Coquerel. Alors, il y a quand même un élément intéressant. Pour lui, c'est quand même le directeur de cabinet de Matignon qui donne les ordres. Alors, il s'agit de Jérôme Fournel. Tu n'étais pas là, mais on en a parlé la semaine dernière. Et c'est une situation que Éric Coquerel et d'ailleurs d'autres parlementaires jugent complètement anormale. Alors, selon mes infos, en plus, Nadia, Courson a été reçu la veille par Barnier à Matignon avec le groupe Lyot. Et Jérôme Fournel, en tant que directeur de cabinet, était à nouveau présent. C'est l'un des rares hauts fonctionnaires qui détient le pouvoir en France. Notamment, il vient de la citadelle de Bercy. Il est très proche d'Emmanuel Macron et d'Alexis Collère. Charles de Courson avait l'air de dire, selon mes sources, que il y avait une différence entre ce que Barnier affirmait aux parlementaires et ce que son DIRCAP disait, c'est-à-dire que le Premier ministre était un peu plus flexible que le second. Et peut-être on peut penser, Jérôme Fournel fait partie de l'entourage d'Emmanuel Macron, il a été nommé sur demande de l'Élysée, ça a fait l'objet d'un bras de fer avec Michel Barnier qui l'a perdu. On peut penser que l'Élysée était évidemment à la manœuvre derrière. Ça montre aussi l'influence de Macron sur Matignon et sur ce sujet ultra politique et sensible qu'est le budget. Il manque plus que les huissiers de justice là dans cette histoire. Oui, le coup de pied dans la fourmilière des 2 députés devrait quand même avoir une conséquence, et elle a une conséquence, un tiret à part. Alors, c'est le jargon politique et financier de la haute administration, mais ce qu'on appelle le tiret à part, en fait, c'est le document qui résume les enjeux budgétaires, devait être envoyé jeudi matin à l'Assemblée, ce qu'a confirmé Yael Braun-Pivet à Éric Coquerel en prenant leur parti. Alors, elle l'a répété dans les médias, c'est assez rare pour être souligné. On l'écoute. Je me suis entretenue hier avec le président de la commission des finances pour qu'il me raconte ce qui s'était passé. J'entends que le Parlement a besoin de travailler sur le budget, c'est indispensable. Nous avons des parlementaires qui ont été nommés ou élus pour cela. Nous avons besoin des documents nécessaires pour travailler. Nous avons besoin d'avancer. Alors après, il y a des discussions sur les types de documents auxquels ils peuvent avoir accès ou non. Pour moi, ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que nous puissions travailler. Et donc, le Parlement est en droit de demander les documents nécessaires à ce travail. Voilà, donc on sent qu'Yael Braun-Pivet est décidée à montrer qu'elle était du côté de l'Assemblée. Alors, ce tirer à part, ce résumé, ce condensé, disons, des décisions budgétaires n'effacera pas le précédent gravissime, m'explique Éric Coquerel. Il joue avec les calendriers comme si tout ça coulait de source, s'insurge notre député insoumis. Alors, le document a quand même été envoyé à nos super députés, mais plutôt cet après-midi, pour faire durer un peu le suspense. Alors, c'est Le Monde qui a révélé l'information. Politico a reçu les documents. Première arrivée, premier servi. Et donc, dans l'immédiat, je n'ai pas pu joindre nos 2 députés. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que le budget s'annonce salé au niveau des coupes budgétaires, notamment pour les Outre-mer, moins 200 millions, et une coupe sévère aussi dans l'emploi, forcément pour les plus précaires, et le travail. Quelle surprise. Ça sent la grande mobilisation populaire à venir. Alors, 8 jours de retard, c'est quand même beaucoup. Et quelles sont les réactions au sommet de l'État ? Oui, alors il y a quand même eu un peu d'inquiétude au niveau de la haute administration, au niveau des institutions, sur ce suivi budgétaire, en fait, puisque si Matignon ne répond pas aux parlementaires, les parlementaires ne peuvent pas faire leur travail de contrôle, c'est un peu toute la machine, en fait, qui se grippe. Et d'ailleurs, selon mes sources, Laurent Fabius, qui est le président du Conseil constitutionnel, suit la situation de près. C'est ce que me dit une source qui est l'un de ses proches, donc de l'ex-premier ministre socialiste. Et un député macroniste inquiet d'ailleurs me disait en cas de recours sur le budget, alors il y en a tous les ans, parce que le budget ne satisfait jamais personne, surtout sous Emmanuel Macron, faut être honnête. Et en cas donc effectivement, en cas de recours sur le budget, ça sent la défaite, me glisser ce député. Sous-entendu, si le budget est censuré par le Conseil constitutionnel, il va falloir tout recommencer. Alors évidemment, le rôle d'Emmanuel Macron est central dans cette histoire. Alors et c'est ce que pense notamment Éric Coquerel. Il m'explique qu'on psychologise beaucoup les décisions du président, alors que c'est beaucoup plus simple que ça. Pas besoin de lire Biba Magazine. C'est l'homme des ultra riches
il a été élu pour défendre des intérêts et évidemment et pour les soutenir. Et comme pour lui donner raison, cet après-midi, donc le fameux tiré à part qui a été transmis aux députés après une lutte féroce, eh bien, a montré, je te le disais, que le gouvernement prévoit de continuer la saignée des crédits consacrés à toute la politique sociale. Alors, par exemple, on peut regarder, c'est Le Monde qui en parle, 2,3 milliards d'euros, soit 6,9% d'une année à l'autre pour le travail et le chômage dans le détail. Et par contre, le budget de la défense est en hausse, youpi. On peut trouver de l'argent. Le fameux argent magique, on le trouve. Caroline Fiat et Yaël Braun-Pivet, la photo qui embarrasse la France insoumise. Oui, c'est la photo qui fait scandale à gauche. Alors, c'est une photo qui est publiée donc par l'ex-députée LFI Caroline Fiat, comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux, donc dimanche 15 septembre, qui a fait beaucoup parler, notamment chez LFI. Alors, à raison, on voit quand même l'ancienne députée insoumise posée avec Yaël Braun-Pivet, tout sourire. On parle quand même de la présidente de l'Assemblée nationale, qui est quand même l'ennemi juré de la France insoumise, du parti de Jean-Luc Mélenchon, à qui elle a fait voir de toutes les couleurs à l'Assemblée, et c'est réciproque, il faut bien le dire. Avec en prime un commentaire élogieux de l'élu. L'amitié en politique, c'est d'avoir des désaccords, mais réussir à les dépasser. Merci Yaël Braun-Pivet. Alors évidemment, de quoi dérouter les internautes, et notamment les internautes insoumis qui s'étonnent et s'indignent parfois de voir l'une des leurs fricoter avec une adversaire honnie. On rappelle quand même le lourd passif de Yaël Braun-Pivet avec la France insoumise, un soutien inconditionnel à Israël qui a ulcéré les insoumis à l'époque. Regardez. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Voilà, mais aussi une pluie de sanctions contre les députés LFI à l'Assemblée, un niveau de sanctions qui n'a jamais été aussi élevé. Je pense que le média avait largement abordé la question en son temps, et notamment, comme le montre le rappel, ces graphiques faits par BFM à l'époque et qui montrent que ce sont le plus souvent les députés LFI qui trinquent. Tout est rouge, gauche radicale. Voilà, donc ça, c'est LFI. Radical, intéressant. Alors, c'est un niveau de sanctions qui n'avait jamais été atteint dans l'histoire de l'Assemblée et qui a poussé, par exemple, Sébastien Delogu à les contester devant la Cour européenne des droits de l'homme. On se souvient que le député LFI avait pris une exclusion de l'Assemblée, donc c'est quand même la sanction la plus sévère, pour avoir brandi un drapeau palestinien, comme on le voit sur ces images. D'ailleurs, on ignore ce qu'est devenu le drapeau qui a été escamoté par les huissiers. Alors, on devine, oui. Espérons quand même qu'ils soient en sécurité. Alors, Yaël Braun-Pivet ne s'est pas seulement montrée sévère, mais elle s'est aussi parfois montrée injuste avec les insoumis, comme l'an passé, quand elle a rabroué la députée LFI Oziol, qui prenait la défense de Mathilde Panot pour avoir protesté parce qu'une députée macroniste lui avait dit de la fermer lors d'une séance agitée. Regardez, que de bons souvenirs. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, seule Madame la ministre a la parole. Madame la ministre. Merci, Madame. S'il vous plaît, ma chère collègue, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Les députés, Madame la députée Ursula Soudé. Vous. Alors, si vous n'asseyez pas, je vous rappelle à l'ordre. Madame la députée, vous êtes rappelée à l'ordre. Donc, je viens de prononcer à votre rencontre un rappel à l'ordre. Si vous continuez, ça sera la sanction supérieure. Voilà, donc c'est une erreur de sa part, comme l'élu macroniste l'a ensuite reconnu. Voilà, c'était bien elle qui avait vociféré et pas Mathilde Panot. Bref, des suspicions d'une présidence orientée contre la gauche et notamment LFI qui a empoisonné la précédente législature. Donc la photo de Caroline Fiat avec Yaël Braun-Pivet a suscité quelques réactions. Oui, je te le fais pas dire, la photo a carrément suscité une avalanche de commentaires en majorité indignés sur Twitter, ou X, comme il faut dire maintenant, comme on peut le voir. Cette amitié, c'est votre droit, mais cela devrait rester strictement de l'ordre du privé et ne pas être étalé. Il ne s'agit pas seulement de désaccords politiques avec cette personne, mais d'un fossé éthique qui nous oppose radicalement. Bien entendu, mais j'ai du mal à comprendre le message, Caroline. Vous êtes amie avec elle, ok, malgré les désaccords, ok. Et pourquoi ce n'est pas de l'ordre du privé ? Il est des amitiés dont il faut avoir honte.
Désolé d'avoir à le dire, mais cette amitié, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe d'ailleurs, est un peu bizarre étant donné les circonstances. Et Nils, tu as décroché ton téléphone pour en savoir plus, j'imagine. Oui, le mieux, c'est quand même d'aller à la source. Bon, surtout quand on est journaliste, c'est un peu le travail. Donc, en réalité, Yael Braun-Pivet et Caroline Fiat n'ont jamais fait mystère de leur lien d'amitié. Au sein de la France Insoumise, je ne traite pas de la même façon Caroline Fiat et David Guiraud, disait la présidente de l'Assemblée encore cet été sur BFM. Écoutons-la. Au sein de la France Insoumise, je fais le distinguo. Excusez-moi de faire du cas par cas, excusez-moi d'être nuancé. Je ne traite pas de la même façon Caroline Fiat et Monsieur Guiraud. Voilà, donc alors il y a eu 2 temps. Dans un premier temps, Caroline Fiat m'a affirmé ne pas saisir les enjeux de la polémique. Elle m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi cette photo fait un tel cirque ». Et elle me raconte qu'il y avait donc une cérémonie des 80 ans de la libération de Nancy à laquelle Yael Braun-Pivet assistait. Et donc la présidente de l'Assemblée l'a appelée, mais elle n'était pas dispo. Alors elle voulait se voir pour le petit-déj, mais à cause de l'agenda assez rempli de la présidente de l'Assemblée nationale, il y avait en plus beaucoup de monde sur la place Sainte-Anne. Elles ont dû se retrouver en fait en direct dans la rue pour se voir, m'explique Caroline Fiat. Donc il y avait un événement effectivement culturel qui s'appelle le Livre sur place, qui a généré une foule conséquente dans le centre-ville. Et c'est vrai que ce rendez-vous a fait un tabac avec 135 000 visiteurs le week-end dernier, selon la presse régionale. On a eu un super accueil. Beaucoup de gens ont demandé des selfies, m'assure Caroline Fiat. Et elle, la première, visiblement. Et donc, Caroline Fiat t'a expliqué qu'elle n'avait vraiment aucune idée de l'impact de cette photo. Oui, alors elle a quand même changé de discours quand je lui ai parlé des réactions qui avaient lieu en ligne. Elle a reconnu qu'elle avait quand même deviné qu'elle ne laisserait pas les gens indifférents, cette photo. Elle m'affirme alors qu'elle a pris les devants pour éviter les procès en dissimulation. En période politique difficile, les photos pouvaient sortir puisqu'il y avait du monde autour, 50 000 personnes, 100 000 personnes. J'ai imaginé les titres, Caroline Fiat et Yael Braun-Pivet se voient en cachette. C'est ce que je voulais éviter, m'indique-t-elle. Une manière de reprendre la main sur sa communication et son image. Alors, Caroline Fiat se présente comme une femme du peuple, elle est effectivement aide-soignante de formation, mais tu peux constater que c'est aussi devenu une politicienne accomplie, Nadia. Oui, on le voit très bien. Est-ce que toi, tu y crois à cette amitié avec Yael Braun-Pivet? Ça semble sincère? Oui, moi je crois qu'elle est sincère, elle a développé des liens amicaux avec la présidente de l'Assemblée, et d'ailleurs elle le dit très ouvertement, elle me l'a redit, depuis 2017, Yael Braun-Pivet fait partie des gens qui ne m'ont pas méprisé, et c'est rare en Macronie, alors ça on a peu de mal à le croire. On a un lien de nature personnelle, me confie encore Caroline Fiat, qui refuse d'en dire plus, mais on devine que c'est une histoire personnelle et sensible. On s'est toujours bien entendu, ajoute Caroline Fiat, même si on s'est frité politiquement, on espère, m'indique l'ex-député. Alors sur quel sujet? Israël, pour ne citer que ce sujet de polémique à l'Assemblée nationale. Alors, elle n'a pas souhaité me répondre quand même. Alors, elle m'a simplement dit, c'est peut-être mon côté aide-soignante, mais avec moi, il n'y a pas de sectarisme, on est des êtres humains. C'est pas beau, ça, franchement. Et elle rappelle d'ailleurs qu'elle avait déjà salué la gentillesse d'Édouard Philippe dans un article de Libé en 2019, ce qui est vrai, j'en ai retrouvé la trace, comme on le voit à l'écran. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part sa situation actuelle, on rappelle qu'elle a perdu son siège de députée, qui la pousse à afficher des soutiens même les plus controversés? Ouais, moi je pense que ça pourrait être effectivement un élément de réponse, parce qu'il faut rappeler quand même qu'elle s'est fait laminer par le Rassemblement national en Moselle dans sa circo après la dissolution, et elle est quand même redevenue simple, entre guillemets, conseillère départementale. Alors on rappelle quand même, elle est passée de vice-présidente de l'Assemblée nationale à conseillère départementale, 0 avantage dû au poste de vice-présidente, adieu le beau perchoir prestigieux, les séances enfiévrées à l'Assemblée, adieu tout simplement ce formidable statut du jour au lendemain. C'est dur à vivre, et d'ailleurs j'ai appelé d'autres députés qui ont eux-mêmes siégé comme vice-président ou au sein de commissions, etc., et qui m'ont dit bah oui, c'est dur de se retrouver au niveau zéro, et notamment un éminent insoumis qui me dit chez Caroline, elle était aide-soignante, ça a été un honneur de la voir à l'Assemblée, elle a pris de l'importance politique, ce qui est vrai en tant que vice-présidente, et puis tout d'un coup elle est battue du jour au lendemain. Il me dit un peu pudiquement, vous êtes dans un certain état d'esprit. Et d'ailleurs, sur la photo, on m'a confirmé quand même au sein de la France Insoumise que ça suscitait un certain malaise au sein de la direction du parti. Bien sûr que c'est gênant. On a tous été gênés qu'elle le revendique comme ça sur les réseaux sociaux, compte tenu des positions de Yael Braun-Pivet, me confiait donc cette source.
Après, il faut quand même pas être naïf. Chacune des deux, y trouve son compte. Caroline Fiat, elle affiche un soutien qu'elle juge prestigieux et institutionnel avec Yael Braun-Pivet, malgré un mandat électif bien en dessous de sa situation antérieure. Quant à Yael Braun-Pivet, elle peut répéter qu'elle parle avec tous les partis, même ceux qu'elle n'apprécie pas, y compris LFI, mais elle parle quand même plus avec le RN. C'est peut-être une façon pour dire aussi, moi j'ai pas de problème avec le parti, j'ai un problème avec certains individus, et notamment David Guiraud, comme elle l'a confessé. J'imagine que Caroline Fiat n'est pas la seule à entretenir des rapports courtois avec des adversaires politiques. Oui, justement, alors j'ai profité de mon coup de fil à Éric Coquerel pour lui demander ce qu'il en était dans son cas. Lui confesse avoir eu de bons rapports avec Bruno Le Maire, il me l'a dit de manière très franche. Politiquement, c'est un adversaire total, mais il affiche la couleur, donc il est vraiment très à droite. Il n'a pas de double discours, on a eu des confrontations intéressantes, me confie le député La France Insoumise. Et évidemment, il rappelle aussi que quand on a un haut poste comme Caroline Fiat à l'époque, ou lui-même présentement, en tant que président de la commission des finances, il faut conserver une certaine équité en fait dans son comportement. Et il m'explique que ça change la donne. Voilà, il y a des gens humains partout, même au Rassemblement national apparemment, même si on n'entretient pas de liens amicaux comme Yael Braun-Pivet avec Sébastien Chenu pour ne citer que lui. Voilà, on reste humain, donc on se dit bonjour, etc. Et on se souvient par exemple que Jean-Luc Mélenchon entretenait de bons rapports avec Serge Dassault, donc je ne le présente plus. Voilà le président directeur général du grand groupe Dassault, qui est un fabricant d'armes multimilliardaire. Et alors Jean-Luc Mélenchon avait tenté de mettre sous le tapis cette admiration qu'il portait à Serge Dassault à l'époque. C'était dans les années 2010, avant de reconnaître qu'il admirait effectivement un grand industriel. Bref, derrière chaque politicien, et même si ses soutiens ne sont pas dénués d'arrière-pensée stratégique, il y a un cœur qui bat. C'est une leçon de vie, Nadia. Cœur. Merci beaucoup Nils et merci à vous de nous avoir suivis, retrouver les indiscrets sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube et sur le site internet du média. Notre pétition sur tnt.lemediatv.fr est toujours en cours et vous êtes déjà plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci encore de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur le média.